Il s'est livré à Emmanuel Macron hier soir en rappelant qu'il était président à temps plein et que ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Oui, sur le fond, il dit que la réforme du Code du travail donnera des résultats sur le chômage d'ici 5 années. Et il confirme que l'audiovisuel public doit se réformer. Julien Migaud-Muller. Debout, en mode promenade à l'Elysée, Emmanuel Macron explique sa méthode et sa conception de l'exercice du pouvoir. Ça étonne peut-être, ça en contrarie d'autres, ça faisait peut-être longtemps que ce n'était pas arrivé, mais je fais ce que j'ai dit. J'essaie de le faire au mieux. J'ai demandé des changements qui ont pu parfois perturber. Je sais que j'ai pu demander des choses qui pouvaient sembler non naturelles. Et s'il y a des erreurs qui ont été faites, je les corrigerai. Pour sa deuxième interview télé de son quinquennat, le chef de l'État l'affirme, il n'a pas d'alliés politiques, y compris dans son gouvernement. L'occasion est d'évoquer le cas du ministre de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot, il a son tempérament, c'est un engagé, mais c'est un inquiet. C'est pour ça que j'ai choisi. Je veux pas des gens qui soient assis et contents d'être ministres. Je veux des gens qui agissent. Emmanuel Macron, chef de l'État, chef de guerre aussi. Selon lui, le conflit en Syrie serait gagné d'ici la fin février. Viendra ensuite le temps de la paix. Bachar el-Assad sera là. Donc il faut parler à tout le monde, il faudra parler à Bachar el-Assad et ses représentants. Après, il devra répondre de ses crimes. Enfin, Emmanuel Macron a également évoqué la question du chômage. Selon lui, les résultats de la réforme du Code du travail donneront des résultats dans les 5 ans à venir. Deux infos, deux images de l'étranger. D'abord les incendies sans fin. Interview en marche dans l'Elysée. Emmanuel Macron a donc accordé ce soir son deuxième entretien télévisé. Le chef de l'État a été interrogé notamment sur sa manière d'exercer le pouvoir. Ça étonne peut-être, ça en contrarie d'autres, ça faisait peut-être longtemps que ce n'était pas arrivé, mais je fais ce que j'ai dit. J'essaie de le faire au mieux. Parfois, on y arrive tout de suite. Parfois, il y a des choses qu'on explique mal. Il y a des choses. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, j'ai demandé des changements qui ont pu parfois perturber. Je sais que j'ai pu demander des choses qui pouvaient sembler non naturelles. J'espère les avoir à chaque fois expliquées. Je les réexpliquerai si elles n'étaient pas claires. Et s'il y a des erreurs qui ont été faites, je les corrigerai. Judith Vintraud, Bruno Jeudi, la forme, le fond, la forme d'abord, que retenir? Qu'est-ce qui vous a marqué, entre guillemets? Eh bien, un ton très intimiste et très connivant, en fait, pour cette déambulation qui interdit pratiquement des interrogations poussées. C'est très difficile quand vous marchez, quand vous êtes en mouvement, de vous concentrer sur un sujet et de riposter, d'avoir un vrai échange. Donc il s'est baladé dans tous les sens du terme, baladé dans les couloirs de l'Élysée et puis baladé parce qu'on ne lui posait pas de questions ébouriffantes, ni même urticantes, ni gênantes. Donc c'était un exercice solitaire avec quelqu'un qui lui renvoyait les balles bien placées. Comme est solitaire son exercice du pouvoir. Il s'est montré très déterminé à être absolument maître de tout ce qu'il fait. Il a précisé que ses ministres n'étaient pas des alliés, ce qui est très intéressant. On se rappelle que François Bayrou, lui, insistait beaucoup pour parler sur l'alliance avec Emmanuel Macron. Il ne voulait pas entendre parler du mot rallier. Mais en fait, la réalité du pouvoir tel que Macron le conçoit, c'est le programme de Macron appliqué par Macron. On peut discuter en Conseil des ministres longuement des meilleures façons de l'appliquer, mais en tout cas, le cap n'est pas négociable. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Comme la plupart du temps, lors des interviews présidentielles, on n'a pas appris grand-chose. Il n'y a pas eu d'annonce à proprement parler, Bruno. D'autant plus que cette interview, c'était d'abord une interview bilan, une sorte d'interview bilan confession d'un Emmanuel Macron d'abord candidat, puis d'un Emmanuel Macron président de cette année 2017, un petit peu avant les vœux finalement. On a le bilan du président servi par une interview qui sur la forme se prêtait bien à ce type d'exercice. On regrettera peut-être qu'il n'y ait pas eu un certain nombre de questions qui auraient été un peu plus offensives ou en tous les cas qui auraient permis peut-être d'avoir des réponses sur d'autres sujets. Il n'y a pas eu de questions, par exemple, sur la situation des migrants, qui est d'une actualité assez forte. Il avait dit lui-même qu'il n'y aurait plus de migrants dehors. Et puis là, on voit bien que c'est un sujet du moment. Il y a d'autres sujets, par exemple, sur le nucléaire, où il est rentré vraiment dans les détails. On aurait pu savoir vraiment, c'est vraiment Fessenheim allait être fermé, bon, on ne l'a pas su. Mais passons, c'est-à-dire que je pense que sur la forme, autant que sur le fond, le but de cette interview était d'abord de faire une sorte de bilan d'Emmanuel Macron en 2017. Et on a eu, j'allais dire, une sorte de pot pourri de ce qu'Emmanuel Macron a pu, tous les fondamentaux du macronisme, tout se tient, le destin français, la transformation de la France, l'action internationale d'Emmanuel Macron qui effectivement a pris un rôle de leadership
intéressants sur la question européenne et sur la question de l'écologie, et puis sur les questions plus intérieures, sur l'économie, des réformes qui ne donneront des résultats que d'ici 2 ans, a-t-il répété, mais ça, c'est pas nouveau. On va revenir en détail sur les thématiques abordées ce soir. D'abord, les réactions politiques, notamment celle du frontiste Sébastien Chenu. Écoutez. 40 minutes à genoux comme ça doit vraiment faire mal aux genoux. Et je dois dire que le service public a servi une belle soupe de Noël ce soir au président de la République, comme on l'avait pas vu depuis très longtemps. Pour le reste, en réalité, effectivement, la forme l'a emporté sur le fond. Emmanuel Macron n'a rien dit, rien de ce qui peut intéresser les Françaises et les Français, rien sur le chômage, rien sur l'immigration, rien sur la sécurité, rien sur les grands sujets qui font notre quotidien. Il a divagué d'une façon assez confuse sur de grands sujets bien souvent abstraits, mais en réalité, il n'a évidemment rien annoncé et surtout, il n'a pas rassuré. Bonsoir Julien Aubert, vous êtes député Les Républicains du Vaucluse. Formuleriez-vous les choses comme l'a fait Sébastien Chenu du Front National ? C'était un exercice de communication davantage qu'un exercice sur le fond. Il y avait un petit côté causerie au coin du feu. Il y a du Giscard chez Emmanuel Macron. Maintenant, sur le fond, pour la première fois, il a parlé d'énergie, ça c'est positif. Mais en même temps, sur un sujet aussi technique, je crois que la forme ne permettait pas d'aborder effectivement en profondeur tous les éléments de la politique énergétique. Et je suis resté sur ma faim sur un certain nombre de sujets. Par exemple, sur l'avenir du nucléaire. Aujourd'hui, les crédits consacrés à la 4e génération du nucléaire sont en baisse. On est en train d'asphyxier la filière nucléaire. Et il n'a pas expliqué quelle était la visibilité de cette filière, de ce fleuron français. Restez avec nous, Julien Aubert. On va écouter, puisque vous en parlez, cet extrait consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. L'un des extraits. Là, on est dans une révolution profonde. Oui. Profonde. Révolution des esprits, des méthodes. Dès qu'on faisait un projet, on augmentait le bilan carbone, l'empreinte. Donc on dégradait notre situation. Là, on va mettre l'argent là où justement on permet de le baisser. Vous venez de dire à l'instant, Julien Aubert, d'une certaine manière, il a parlé énergie, c'est une bonne chose. Pour vous, il n'est pas allé au bout de la logique Sur le plan financier, son sommet était davantage un exercice de communication là aussi, en anglais d'ailleurs. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faudrait 6 000 milliards de dollars pour le réchauffement climatique. L'Union européenne, qui est le plus gros bailleur, en met 20. Donc c'est comme si vous vouliez acheter une maison à 150 000 euros et vous aviez un billet de 500 euros dans la poche. Et puis à côté de ça, il nous a annoncé effectivement un grand plan solaire qui va coûter 25 milliards d'euros, alors qu'on sait déjà qu'EDF doit débourser 15 milliards d'euros en Grande-Bretagne sur le projet Hinkley Point et 10 milliards d'euros pour Flamanville. Donc EDF est un géant fragilisé. Donc si vous voulez, il y a tout ça est quand même très très flou. Et c'est vrai que j'ai regretté que les sujets qui soient abordés ne concernent pas principalement les Français. On a l'impression d'avoir un président de la République qui est davantage intéressé par son rôle mondial, peut-être son futur prix Nobel de la paix, les grands sommets internationaux. Visiblement, il est passionné par ce qu'il fait. Je ne l'ai pas senti très passionné par le sort des Français. Voilà, avec des sujets très concrets comme la baisse des APL et puis le climat fiscal en 2018. Vous êtes à 2 doigts, Julien Aubert, de dire qu'Emmanuel Macron a la haine de la province. C'était une phrase qu'avait prononcée Laurent Wauquiez, le chef de votre parti. Emmanuel Macron, d'une certaine manière, lui a répondu ce soir. On l'écoute. C'est un commentaire, je lui laisse, mais qui n'apporte rien au pays. Ça dit quoi? Ça dit la haine qu'il a pour votre serviteur. Bon, je la lui laisse, qu'il vive avec, ça fera son quotidien. Mais ça ne fera pas manger les Françaises et les Français, ça ne fera pas progresser le pays. Que dites-vous de ce petit tacle à l'égard de Laurent Wauquiez, Julien Aubert ? Je crois que les Français sont assez peu intéressés par ce genre de petit tacle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Là, Emmanuel Macron ne connaît pas la province, ne connaît pas le pays, et il y a toute une série de mesures qu'il prend qui vont avoir un impact considérable. Quand vous avez, moi je suis député en territoire rural, la taxation du diesel, la taxation du fuel, sont des choses, la baisse des APL, sont des choses qui vont frapper les classes moyennes, les classes populaires, et plus particulièrement les territoires ruraux. Et donc, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, tout concentré qu'il est par les grands sujets planétaires, oublie parfois que aller mettre le nez dans ce beau pays qu'est la France, ça permettrait aussi de rééquilibrer les politiques qui sont menées. Merci Julien Aubert, merci d'avoir été avec nous dans Week-end Direct sur BFM TV. Pour revenir sur l'écologie, parce que, me semble-t-il, c'est la part la plus importante consacrée à une thématique dans cette interview présidentielle. Le message qu'il veut envoyer, peut-être qu'il a envoyé le plus clairement ce soir qu'auparavant, c'est en gros, je veux sauver la planète et donc on a besoin du nucléaire.
C'est vrai ou pas? Oui, il avait rarement tenu un discours aussi clair, jusqu'à aller à dire une vérité qui hérisse le poil des écologistes à chaque fois qu'elle est énoncée, à savoir que le nucléaire pollue moins et fait moins de victimes. Jusqu'à présent, tous les drames qui sont produits dans des centrales ont fait moins de victimes que n'en a fait le charbon au cours des décennies. Donc ça, c'est une réalité, c'est moins polluant, c'est pour le climat. Macron n'est pas un idéologue. D'ailleurs, il a dit que lui-même s'était mis à s'intéresser... Je ne suis pas un activiste du climat. Pas un activiste. Effectivement, il y a beaucoup de marge. Mais comme on en revient à sa solitude revendiquée, comme il considère qu'il doit appliquer son propre projet, qu'il n'a pas besoin de courir après des électorats, que par ailleurs les Français lui redonnent leur confiance, qu'il n'y a plus d'opposition pour l'instant, puisque Jean-Luc Mélenchon a perdu la première manche et peine à lancer la deuxième avec la bataille contre la sélection à l'université, ou en tout cas le succès d'année timide de sélection que veut introduire Emmanuel Macron, que la droite vient de se doter d'un chef, donc elle n'est pas encore à pied d'œuvre, il est vraiment tranquille. J'ai trouvé que c'était probablement le passage le plus intéressant, le plus charpenté de cette émission. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, on sent qu'il ménage Nicolas Hulot, dont il explique qu'il doit prendre les contraintes politiques, c'est un inquiet, j'en ai besoin, c'est pour ça que je l'ai nommé. Donc on sent qu'il veut le garder. Et on comprend aussi que c'est surtout la personnalité politique la plus populaire de son gouvernement et son départ, puisqu'il une communication bizarre, Nicolas Hulot, il trouve ça chiant d'être ministre, mais son départ ouvrirait une crise politique. En même temps, Nicolas Hulot se laisse pas balader par, j'allais dire, l'écologie politique. Il sait Emmanuel Macron, il sait où il va, il veut garder pour l'instant les centrales nucléaires, pas question de les fermer, il attend l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire qui va dire s'il faut fermer tel ou tel réacteur. Il ne s'est pas prononcé sur Fessenheim, ça j'ai déjà dit. Et l'autre réaffirmation, c'est il va fermer d'ici la fin du mandat toutes les centrales thermiques et au charbon. C'est une réaffirmation, c'était connu, mais ça va bien en le disant. Quelques affirmations ou réaffirmations ce soir, et puis une prédiction plus qu'une annonce sur la politique internationale, à savoir la lutte contre Daesh en Syrie particulièrement. Écoutez. Je pense que d'ici mi-fin février, nous aurons gagné la guerre en Syrie. Bachar el-Assad sera là. Donc il faut parler à tout le monde, il faudra parler à Bachar el-Assad et ses représentants. Après, il devra répondre de ses crimes. C'est pas tant le timing que l'aspect dialogue. La deuxième partie de la phrase qui, me semble-t-il, est intéressante. Le dialogue avec Bachar el-Assad. Tous les présidents, tous ceux qui ont précédé Emmanuel Macron n'ont pas tous dit la même chose, loin de là. Non, absolument, mais qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'Emmanuel Macron a dit lui-même tout de suite en arrivant à l'Élysée. Il avait accordé une interview à plusieurs grands quotidiens européens, dont Le Figaro, où il marquait le changement d'attitude de la France par rapport à Fayez el-Assad, par rapport à Bachar el-Assad, je retarde légèrement, le fils. Et ça, c'est une rupture totale avec François Hollande et avec ce refus de distinguer, et dans le temps et en termes de plan, le problème de l'État islamique et le problème de la guerre civile et du régime meurtrier d'Assad. Là, on le fait, on hiérarchise. Et comment vous expliquez que ça fasse moins de vagues, voire que ça ne fasse pas de vagues, quand c'est Macron qui dit quelque chose comme ça, honnêtement? D'abord, il y a l'évolution de ce conflit sur le terrain en faveur de la coalition. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un chef d'État dit aussi clairement que la fin de la guerre est là, toute proche. Il la date mi-fin février, dit-il. Après, ça repose aussi sur des faits. Bien sûr, ça repose sur des faits. Mais enfin bon, là, c'est assez précis. Donc, je pense qu'aussi, il y a l'évolution du conflit qui fait qu'aujourd'hui, même Macron se place dans l'après. Et l'après, ce sera, il dit, les représentants une paix organisée avec les minorités. Et dont celle de Bachar el-Assad. Merci Bruno, merci Judith. Ambulé à l'intérieur de l'Élysée, Emmanuel Macron a répondu ce soir aux questions de Laurent Delahousse sur France 2, interview enregistrée mardi en marge du sommet sur le climat près de Paris. Le chef de l'État a notamment été interrogé sur sa manière d'exercer le pouvoir. Ça étonne peut-être, ça en contrarie d'autres, ça faisait peut-être longtemps que c'était pas arrivé, mais je fais ce que j'ai dit. J'essaie de le faire au mieux. Parfois, on y arrive tout de suite. Parfois, il y a des choses qu'on explique mal. Il y a des choses... Je sais que pour beaucoup d'entre vous, j'ai demandé des changements qui ont pu parfois perturber. Je sais que j'ai pu demander des choses qui pouvaient sembler non naturelles. J'espère les avoir à chaque fois expliquées.
Je les réexpliquerai si elles n'étaient pas claires. Et s'il y a des erreurs qui ont été faites, je les corrigerai. Bonsoir Judith Vintraud, reporter au Figaro Magazine. Louise Voltaire est toujours avec nous. De Marianne, journaliste politique à Marianne. D'abord sur la forme, qu'avez-vous pensé de ce deuxième entretien présidentiel, en tout cas en France, chez nous? J'ai trouvé qu'Emmanuel Macron se baladait aux deux sens du terme. D'abord parce qu'il y a cette déambulation et puis cette absence, disons, de questions qui fâchent, pour être gentil avec de la housse, font que c'était assez tranquille pour lui. C'était nouveau dans la forme de voir ces deux hommes en pleine santé, jeunes et minces, dans l'Élysée presque désert. On a entreaperçu un huissier à un moment. Parfois même, il chuchotait presque. Oui, ça donnait une impression d'intimité voulue, hein, c'est le format de l'émission, voire de connivence à certains moments. Oui, il y avait un format tranquille pour Emmanuel Macron. On sent qu'en fait, sa volonté, elle est la pédagogie, et surtout la personnalisation de... Mais à vous entendre, ça répond à un plan de com, en fait. Non, mais toute interview présidentielle est un plan de com, de toute façon. On sent que Macron, il est obsédé par l'idée de renouveler le genre. On sent aussi qu'il évolue sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'au début de son quinquennat, c'était Jupiter qui ne parlait à personne, et surtout final, pas aux journalistes. Pas mal, Au final, il ne parle pas pour faire des annonces, il parle pour expliquer sa politique au fur et à mesure. Donc on avait eu son interview de rentrée qui était également un dimanche soir. Il aime bien les heures de grande écoute sur des grandes chaînes. Il a ensuite cette déambulation avec un journaliste en face qui ne porte pas une réelle contradiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, on est à la fois dans la pédagogie et en même temps dans la mise en scène du président qui fait visiter la maison et qui dit voilà ce que je fais, écoutez, et qui raconte un peu son action. Il y a une différence avec son prédécesseur. François Hollande, lui, il commentait tout. Il commentait la vie politique, il commentait son action à lui, mais il prenait beaucoup de temps à commenter, un peu moins à gouverner. Emmanuel Macron, on sent qu'il a retenu des leçons de cela, et du coup, il ne parle que de ce qu'il veut bien, que des sujets dont il veut bien parler. Donc, en l'occurrence, il a soigneusement borné ces sujets, comme on dit. Donc, c'est évidemment un plan com, et il continue effectivement à tracer son bonhomme de chemin en termes de plan de communication. Prochaine étape au 31 décembre pour les vœux de fin d'année, si Emmanuel Macron daigne sacrifier à l'exercice, mais peut-être qu'on aura une nouvelle innovation. Et vous, Clémentine Autain, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Qu'avez-vous pensé de cette interview ? Alors sur la forme, il est vrai que France 2 nous a offert une sorte de publi-reportage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la contradiction n'a absolument pas été apportée au président de la République. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été abordé, rien sur les inégalités, alors qu'un rapport vient d'être mis et montre qu'à l'échelle mondiale et en France, les inégalités s'aggravent dangereusement. Rien sur l'éducation, au moment même où nous discutons au Parlement d'une loi qui propose la sélection à l'université, une loi qui va aggraver là aussi les inégalités. Rien non plus sur les migrants, alors que c'est un sujet dramatique sur lequel on aurait aimé entendre le président de la République. Rien sur de nombreux sujets. Et en même temps, quand on écoute ce qu'il a dit, au-delà même de la forme, honnêtement, moi, j'ai pas mal de problèmes parce que il peut faire de jolies phrases sur le climat, mais à un moment donné, il faut qu'il nous dise quel va être le chemin qui permet non seulement de respecter les accords de Paris, mais de faire en sorte que la France soit grande pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, il n'y a rien. Je veux dire, la fermeture des centrales à charbon, honnêtement, ne fait pas la maille. Et pourquoi ne l'a-t-on pas interrogé sur le CETA, qui est un traité de libre-échange qui s'applique d'ores et déjà et qui, précisément, va accroître les échanges commerciaux, comme il y a aussi un autre traité du même type qui vient d'être aussi validé avec le Japon et qui contredit totalement tous les efforts que nous voudrions faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc il y a, si vous voulez, un gouffre entre parfois des jolies phrases et la réalité de sa politique, qui est une politique brutale, violente, qui me fait penser davantage à Margaret Thatcher, donc à un temps très ancien et certainement pas à une forme qui se veut moderne et qui avait quelques accents monarchiques assez détestables. Restez avec nous, Clémentine Autain. On va réécouter un extrait de l'interview présidentielle, précisément sur une thématique qui a été largement traitée durant cet entretien, à savoir l'écologie. Là, on est dans une révolution profonde. Oui. Profonde. Révolution des esprits, des méthodes. Dès qu'on faisait un projet, on augmentait le bilan carbone, l'empreinte. Donc on dégradait notre situation. Là, on va mettre l'argent là où justement on permet de le baisser.
Une fois encore, Emmanuel Macron et Clémentine Autain, je vous poserai des questions sur d'autres sujets tout à l'heure, mais encore une fois, Judith Eloui, on est chez Emmanuel Macron dans l'explication. Et après oui. On n'est pas du tout dans l'annonce. Sur le glyphosate, il a répété ce qu'on comprenait la position de la France, qui n'était pas celle spontanée de Nicolas Hulot. Chose qu'il a admise d'ailleurs en disant qu'effectivement leur sensibilité était différente et même pour se féliciter que Nicolas Hulot soit à ce point-là sensible et ait sa personnalité. Mais tout ce qui se dégageait de ça sur sa façon d'aborder les thèmes écologiques comme sur sa façon d'aborder la politique étrangère, et notamment sur la Syrie, c'est il revendique un exercice solitaire du pouvoir, vraiment. Il explique que c'est lui qui, à la fin, devra rendre des comptes. C'est lui que les Français considèrent comme comptable de ces décisions prises. D'où ce mécanisme de pouvoir. On n'est pas dans la négociation. J'allais dire pouvoir absolu, évidemment la référence n'est pas bonne, on n'est pas dans le pouvoir absolu. D'ailleurs, il s'est vanté de faire les conseils des ministres les plus longs et les plus collégiaux qui aient jamais existé sous la Ve République, entre autres autosatisfecit qui s'est décerné tout au long de l'entretien. Mais on est dans cet exercice solitaire où on peut discuter éventuellement des modalités, mais le projet, lui, n'est pas négociable. On va écouter un autre extrait. Ce petit tacle au patron des Républicains, Laurent Wauquiez, selon qui Emmanuel Macron a la haine de la province. Et puis, Clémentine Autain, vous réagirez derrière. Écoutez. C'est un commentaire, je lui laisse, mais qui n'apporte rien au pays. Ça dit quoi? Ça dit la haine qu'il a pour votre serviteur. Bon, je la lui laisse, qu'il vive avec, ça fera son quotidien. Mais ça ne fera pas manger les Françaises et les Français, ça ne fera pas progresser le pays. Clémentine Autain, quel regard vous portez sur la manière d'envisager l'opposition du président de la République? Bon, écoutez, on la pratique tous les jours, donc le mépris qu'il a développé pour le Parlement, pour les oppositions, moi je le vis tous les jours, nous le vivons tous les jours, et je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir. Donc je voudrais aussi revenir sur l'autre déclaration que vous avez mise en avant tout à l'heure, qui concerne la finance et l'écologie. Parce que voyez, ce que Emmanuel Macron est en train de faire, c'est exactement la même logique que ce qu'a fait François Hollande sous le précédent quinquennat, quand il a mis en place le CICE, vous savez, quand il a donné 40 milliards aux grandes entreprises, en espérant que les entreprises créeraient de l'emploi. Ça n'a pas fonctionné. Et là, pour le climat, il nous dit exactement la même chose. On va discuter avec le monde de la finance et vous allez voir que la bataille écologique va être remportée. Ce sont des mensonges. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, si nous voulons lutter sur le terrain de l'environnement, de la protection de l'environnement, si nous voulons lutter contre le chômage, alors il faut affronter le pouvoir de la finance et de la rendre sur nos vies. Or, lui, il s'inscrit totalement dans cette logique néolibérale qui est celle des traités européens actuels, qui est celle qui a été conduite partout en Europe depuis 30 ou 40 ans. Et c'est cela que nous contestons. Et il nous présente cette façon de voir les choses. On se croirait dans le monde des bisounours, très sincèrement. Et je crois qu'il y aurait eu besoin, face à lui, d'une contradiction pour justement mettre à jour le décalage entre ce qu'il raconte et la réalité de la politique qu'il mène dans tous les domaines, qui est quand même une gigantesque casse sociale. Je ne peux pas trouver d'autres mots. Quand vous regardez ce qui est fait aujourd'hui dans un secteur comme l'hôpital, quand vous regardez ce qui a été fait avec les ordonnances de la loi travail, il avance à marche forcée et il peut sembler calme dans son élocution, il peut sembler avoir des mots qui sonnent pas mal à l'oreille. La réalité de sa politique n'est pas écologique, n'est pas sociale et fait reculer aujourd'hui la France pour ce qui a fait sa grandeur. Vous avez entendu à un moment donné, Laurent Delahousse lui a dit ah oui, entre Vichy et Lafayette, vous avez choisi Lafayette. Mais je veux dire aux Français que en France, on n'est pas obligé de choisir entre ceux qui ont collaboré avec les nazis et de l'autre côté, ceux qui ont tiré sur le peuple. Il y a un autre choix possible et ce choix, c'est celui qui fait le pari de la liberté véritable et non pas du libéralisme économique et qui, justement, décide d'être populaire. Parce que rendez-vous compte de tous ces gouvernants qui, aujourd'hui, se disent courageux alors qu'ils sont impopulaires. Nous sommes dans cette situation et je crois qu'il est temps de rendre la politique populaire et les gouvernements populaires parce que ça devrait être le sens des politiques menées. Merci Clémentine Autain. Judith Vintraud, Louis aux Alters. La politique internationale, il en fut question un petit peu aussi ce soir, la guerre contre Daesh qui se passe actuellement en Syrie. Écoutez. Je pense que d'ici fin février, nous aurons gagné la guerre en Syrie.
Bachar el-Assad sera là. Donc il faut parler à tout le monde, il faudra parler à Bachar el-Assad et ses représentants. Après, il devra répondre de ses crimes. C'est moi ou Macron fait du Fillon? Macron fait du Fillon, mais il en faisait, rappelez-vous, dans la première interview qu'il a accordée à des grands quotidiens européens, dont Le Figaro, il expliquait déjà qu'il n'était pas question pour lui de mettre sur un même pied l'État islamique et Assad. Il avait hiérarchisé ses adversaires, il a répété une formule qu'il avait déjà employée à Fayez el-Assad et l'ennemi du peuple syrien. Moi, mon ennemi, c'est Daesh, donc ça situe bien le problème. Et il a bien précisé que lors de l'initiative que la France allait prendre pour essayer de faire ramener le calme dans la région, des représentants d'Assad seraient présents. Donc il continue dans une ligne qui était dès le départ très proche de celle de François Fillon. Et en cela, il y a une rupture à l'égard de ce que faisait François Hollande. Et Nicolas Sarkozy avant lui, parce que la ligne qui était celle d'avant, c'était celle du Quai d'Orsay. En fait, il y a une continuité entre le quinquennat Sarkozy et le quinquennat Hollande, avec Laurent Fabius notamment au ministère des Affaires étrangères, qui consistait à faire du départ de Bachar el-Assad un préalable à toute solution politique Sarkozy a changé en après. Syrie. Oui, alors après, mais pas quand il était en fonction. Et Emmanuel Macron a compris que, de manière assez pragmatique, que ça ne marchait pas, parce qu'en Syrie, on a uniquement vu le nombre de morts s'accroître. Il s'agissait en réalité d'une guerre civile entre plusieurs factions, entre l'armée du gouvernement d'un côté, des factions de l'autre côté, et dans cette faction prospéraient des groupes islamistes. Sauf que cette analyse n'était pas celle qui était privilégiée par le Quai d'Orsay jusque-là, et Emmanuel Macron, même pendant sa campagne, il avait tenu, effectivement, il s'était plutôt écarté des positions-là qui étaient celles du gouvernement dont il avait fait partie. Et du coup, il faut lui reconnaître qu'il a une certaine constance sur cette ligne-là. Après, quand il donne une échéance, il dit quand même rendez-vous mi-fin février pour dire on a gagné la guerre, alors qu'en réalité, la guerre risque fortement de continuer en Syrie. Mais on sent bien que là, il a pris la mesure du problème qui était prioritaire aux yeux des intérêts de la France, qui est évidemment celui du terrorisme islamiste, qui était notamment alimenté par le chaos qui régnait en Syrie, qui permettait à des groupes islamistes de prospérer. Ce qui n'empêche pas la situation de transition en Syrie, après la défaite de Daesh, d'être aussi un problème géopolitique pour Emmanuel Macron. L'enjeu sécuritaire de la France est aussi en jeu dans cette région-là. Pour terminer, très rapidement, votre analyse sur le contexte. Cette interview, elle intervient à un moment où Emmanuel Macron a une cote de popularité en très nette hausse. Le président voit son action approuvée par 52% des Français. Un Français, plus d'un Français sur deux donc. Dément ce que disait tout à l'heure Clémentine Autain. Même tendance pour Édouard Philippe, 54% sont désatisfaits. Qu'est-ce qui, à court terme, pourrait faire trébucher Emmanuel Macron? Je pense par exemple, je ne sais pas si vous êtes d'accord, à la question de Notre-Dame-des-Landes. Début 2018 sera marqué normalement par une prise de décision fermée et assumée. C'est plus que la décision sur faut-il construire un nouvel aéroport ou agrandir l'aéroport actuel de Nantes. Ce qui est attendu, c'est un retour à l'ordre républicain et une évacuation de la ZAD. C'est là-dessus qu'il sera jugé, c'est là-dessus que l'autorité dont il se revendique tout le temps, c'est moi qui décide, c'est moi qui rends des comptes et je veux que mes ordres soient respectés, ça sera un test grandeur nature. Non, ce qui peut arriver, c'est avec le projet sur l'immigration et le droit d'asile que sa propre majorité commence à se fissurer. Parce que qu'est-ce qui fait sa force? On aura bien évidemment l'occasion d'y revenir. L'absence d'opposition, bien sûr, mais aussi le caractère extrêmement soudé de son équipe gouvernementale et de sa majorité. Je suis bien d'accord, je citerai plus même ce projet de loi immigration et droit d'asile et le sujet de l'immigration comme sensible aux yeux de l'opinion publique, plus que Notre-Dame-des-Landes, à moins évidemment que l'évacuation de la ZAD tourne à un drame, à une mort, et là évidemment ce serait très sensible pour le gouvernement, mais à moyen terme, c'est le projet de loi immigration-asile